cela, nous suivrons un fil chronologique à partir d'une sélection d'une vingtaine d'œuvres sur les 167 recensées dans le catalogue raisonné que Katia s'est attachée à constituer. Et ce travail se nourrit aussi des recherches d'archives menées parallèlement ces 2 dernières années, en France pour Katia et en Italie pour moi, notamment dans la correspondance personnelle de l'artiste, majoritairement conservée dans les fonds italiennes. C'est précisément ce croisement entre les sources italiennes et françaises qui nous a permis de reconstruire pas à pas la vie et l'œuvre de Marcel Lancelot-Croce. Et effectivement, puisqu'on parle de sa vie, je vous propose qu'on débute au début. Marcel Lancelot, née en 1863, elle est la fille d'un lithographe, Dieudonné Lancelot. Elle est également la sœur, alors elle a 2 frères, elle a un frère cadet, Paulin Camille Lancelot, et un deuxième, Gabriel Lancelot, formé comme elle à l'art de la sculpture, sauf qu'ils sont décédés un peu trop tôt pour lui faire concurrence. Donc, comme beaucoup de femmes artistes au XIXe siècle, Marcel Lancelot a donc la possibilité d'envisager une formation artistique. Et je parle bien là dès lors de formation artistique, pas encore de carrière artistique, mais véritablement de formation parce qu'elle baigne dans un environnement propice. De surcroît, son père décèle très tôt en elle une capacité à dessiner, et donc il va la former, il va la former au dessin, il va la former à la gravure sur bois, et en plus de cela, il l'adresse. Il l'adresse, mais d'ailleurs, je vais revenir sur la première diapositive puisque son nom est inscrit, il l'adresse à Hubert Poncarme. Et là encore, quand je dis il l'adresse, c'est-à-dire que les familles Lancelot et Poncarme vivent alors dans le même quartier. Les 2 adresses, j'ai fait une petite simulation Google, les 2 adresses sont distantes de 65 mètres. Donc elle n'a qu'à traverser la rue en définitive pour se rendre dans l'atelier de son second maître. Et cette proximité géographique n'est évidemment pas anodine quand on est une adolescente dans les années 1870. Donc, dans l'atelier de Poncarme, elle apprend là les rudiments de la gravure en creux, elle apprend à modeler en très bas relief des portraits, elle apprend aussi à composer des scènes allégoriques pour la médaille. Et je reviens d'ailleurs à ce profil, puisque son maître l'a immortalisé en 1882, ce qui témoigne là aussi d'une certaine connivence entre eux. Quant à son père, ce fameux père, la relation filiale à cette même époque est encore empreinte d'admiration. Elle laisse de lui plusieurs portraits, dont ce buste en plâtre, exposé au salon de 1886. Vous excuserez cette mauvaise photographie que l'on a prise nous-mêmes quand nous sommes allés voir son œuvre conservée dans les collections des musées de Troyes. Mais ce buste, il témoigne bien de la dextérité qu'avait alors Marcel Lancelot en tant que sculptrice à restituer vraiment les traits du père, notamment au niveau des yeux, où elle réussit vraiment à insuffler de la vie. Alors, la relation père-fils se dégrade au début des années 90 en raison du choix de son époux. Marcel Lancelot n'a pas obtenu le consentement de son père pour se fiancer à son fameux Italien, et qui plus est, en refusant, elle lui-même lui signifie qu'elle n'existe plus pour lui, et de fait en représailles, elle va se débarrasser du buste de son père en le donnant au musée des Beaux-Arts de Troyes en 1891. Pour autant, la filiation artistique est longtemps restée ambiguë. Elle a toujours fait inscrire dans les catalogues de salon qu'elle était élève de son père. Quand après une brouille avec le fameux Poncarme, elle a évacué son nom au profit d'un second maître, d'un second sculpteur, Eugène Delaplanche. Alors je reviens un petit peu à sa chronologie, à la chronologie de ses débuts notamment. Elle commence à exposer au salon en 1878. Elle a alors 15 ans. Et elle envoie en majorité des portraits en médaillon, puis ensuite des portraits en buste de ses proches, et elle le fait dans la section sculpture. 4 ans après ses débuts, elle aborde pour la première fois un sujet pittoresque en s'emparant d'un épisode tiré de la vie des peintres de Vasari, et elle l'illustre sous la forme d'une lucarne en haut relief. Alors là encore, la photographie est de mauvaise qualité puisque les musées des Beaux-Arts de Troyes n'ont pas encore réalisé de reproduction en bonne et due forme de cette grande lucarne qui représente donc les portraits de Filippo Lippi et de Lucrezia Bulti.
Et puis en 1886, elle expose aussi ce buste, un buste peu banal hein, d'une femme masquée qui évoque les festivités du carnaval de Venise. Alors je ne vais pas multiplier les exemples, mais rien qu'avec ces deux œuvres, on saisit là une italophilie que Marcel Lancelot nourrit. Alors elle le nourrit par l'imaginaire, à défaut d'avoir déjà voyagé dans la péninsule. Donc voilà comment elle perce hein, progressivement au salon, avant d'achever cette décennie 1880 avec un premier triomphe. Au salon de 1889, elle expose ce projet de plateau intitulé Le vin de Champagne. Alors le plâtre a malheureusement été victime du gel dans les réserves des musées de Troyes. Son état ne permet pas bien d'apprécier correctement ce relief. C'est vraiment un relief foisonnant autour de cette iconographie qui traite de l'histoire du vin de Champagne sous plusieurs modalités, de façon allégorique pour le médaillon central, avec une personnification, j'espère que vous la distinguez, mais une personnification de l'esprit de Champagne, et de façon historiée avec 5 marlis qui illustrent les origines du vin de Champagne. Je vous ai juste fait j'ai reproduit un détail du deuxième médaillon du Marly qui représente une scène de vendange et ensuite du transport du raisin vers le pressoir. Et le tout, donc c'est 5 médaillons placés en alternance avec des petits musiciens. L'inventivité de la sculptrice a vraiment été saluée par la critique artistique, hein, en plus de sa main, une main délicate. Le bas-relief est effectivement si finement exécuté qu'on peut vraiment parler de méplat pour caractériser ce relief. Et sous cet aspect, il dénote véritablement du travail d'une sculptrice, d'une véritable médailleuse même. Et c'est donc très légitimement qu'à l'issue du salon, le jury lui décerne une médaille de 3e classe, ainsi qu'une bourse de voyage, ce qui est une première pour une femme. Je rappelle là encore brièvement que jusqu'alors, seuls des hommes artistes avaient décroché cette fameuse pension allouée par l'État pour aider au déplacement des jeunes artistes afin qu'ils complètent leur formation notamment à l'étranger. Et la première bourse de voyage qui échoua donc à une femme advient cette année 1889, et non pas à une femme peintre, mais bien à une sculptrice médailleuse. Je me rappelle encore une fois cet adjectif. Et donc cette récompense est là véritablement un premier tournant dans sa carrière par la notoriété qu'elle lui confère, puisque dès lors son nom circule dans la presse, par la réputation artistique aussi qu'elle conforte. L'administration des Beaux-Arts lui achète ce fameux plateau pour 1200 francs et en finance aussi la fonte en bronze par l'opportunité de voyage, évidemment, voyageant en Italie pour se confronter au chef-d'œuvre de la Renaissance et par les conséquences qu'aura ce voyage sur sa vie intime et sur son choix de s'installer à Rome à partir de 1892. Mais je vais laisser là Francesca revenir sur cet aspect. Avant qu'elle ne revienne, je vais juste donc continuer tout de suite vous rappeler, vous indiquer finalement ce qui se passe au retour de son fameux voyage d'études en Italie, puisque là les commandes se multiplient. Elle en rapporte notamment ce bas-relief en plâtre qu'elle expose au salon de 1891 sous le titre de La Famille. Elle en sollicite l'achat auprès du directeur des Beaux-Arts en se recommandant des sculpteurs Alexandre Falguière, Alfred Boucher, ainsi que des médailleurs Jules Clément Chapelain et Oscar Rotti. On lui propose alors 1200 francs pour le faire entrer dans les collections nationales. Et là, le tarif est exactement le même que la commande précédente du Champagne. Donc, en définitive, en 2 ans, et malgré l'évolution de sa situation professionnelle, on distingue que l'institution ne fait pas davantage d'efforts financiers. Elle est une femme, donc elle s'en contente, en demandant toutefois à pouvoir céder à Alphonse de Rothschild une épreuve en bronze, d'après l'original, épreuve que vous avez également à l'écran et qui fait partie d'une vaste politique d'achat et de dons fait par la famille Rothschild au musée de France. Alors, le premier exemplaire, acheté en 1891 par le baron Alphonse, est conservé au musée des Beaux-Arts de Lille. Mais il ne s'arrête pas là. Alors, je ne vais pas détailler les liens étroits entre la jeune artiste et son principal mécène, des liens
j'avais pu étayer lors de ma contribution au programme de recherche de l'Institut national d'histoire de l'art, et que nous avons d'ailleurs confirmé à l'occasion d'un article qui paraîtra dans quelques semaines, à partir d'une étude, d'une correspondance inédite. Mais ce soutien a vraiment accompagné le début de carrière de Marcel Lancelot en multipliant les achats d'épreuves en bronze pour immédiatement les donner. Et donc, rien que ce fameux bas-relief de la famille, on en connaît, au-delà de celui du Musée des Beaux-Arts de Lille, 4 autres épreuves données entre 1894 et 1897 au musée de Besançon, de Pontoise, de Narbonne et de Reims. Et donc, grâce à ce mécène d'Alphonse de Rothschild, l'œuvre de Marcel Lancelot a ainsi rejoint assez rapidement les collections des musées de région, quoique c'est plutôt les réserves qui ont été affectataires de ces fonds. Mais je reviens donc à cette épreuve originale qui fait donc l'éloge de l'amour maternel dans un cadre bucolique. La livraison de cette épreuve originale satisfait les autorités et déclenche là encore la commande d'une autre œuvre. En janvier 1892, elle dépose au bureau des travaux d'art un projet de triptyque qui deviendra la grande œuvre de son corpus. Le rapport de l'inspecteur des Beaux-Arts est assez éloquent à son propos, donc je vous propose juste de vous lire un extrait, je cite. La composition que m'a présentée Mademoiselle Lancelot correspond à un bas-relief qui met la pensée en action. L'architecture générale du petit monument est bien conçue et j'en approuve le parti pris. L'importance de la commande déterminera sa dimension. Elle ne pourra pas dépasser la grandeur d'un bas-relief d'objets d'art qu'on puisse accrocher au mur ou dresser sur une table. Il y a là quelque chose de précieux et de fouillé qui dicte la proportion. J'invite donc Mademoiselle Lancelot à ne pas dépasser la dimension du bas-relief portatif. Fin de citation. Et effectivement, ces dimensions correspondent à cette idée de portatif. On est là face à un bas-relief d'environ 50 cm sur 70, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un relief qui n'est pas monumental dans son envergure matérielle, si je puis dire. En revanche, il est dans sa portée, en représentant sous la forme allégorique la femme et ses destinées. Alors, chaque volet du triptyque est inscrit de la phase de la vie de la femme. Le tout premier, à gauche, illustre le rôle d'épouse. Le deuxième, au centre, celui de mère, cette mère qui s'occupe tendrement de 2 enfants. Et le troisième montre une femme qui enserre une urne funéraire. On est donc en présence d'une veuve. Et tout autour, le relief foisonne. Et pour bien le saisir, là encore, Marcel Lancelot-Crochet a laissé une note descriptive. Elle écrit qu'en bas, elle a souhaité illustrer, alors je la cite, donc je la paraphrase plutôt, les joies et les chagrins les plus saillants qui puissent frapper une femme. En premier lieu, un mari noyé, une famille heureuse, il y a un berceau vide. À gauche, elle complète son sujet par une figuration de l'espérance, tandis qu'à droite, elle illustre la mort, la mort, dit-elle, qui est toujours là. Et enfin, aux angles, elle a ajouté des combats d'animaux et d'oiseaux, des combats pour la vie, et puis des ornements, des encadrements de moulures formant cadre. Après la livraison de la fonte, c'est une fonte en bronze teintée argent qui a lieu en juillet 1894. Cette œuvre est choisie par Léonce Bénédicte pour enrichir les cimaises du Musée national des artistes vivants. Et c'est donc principalement à partir de cette œuvre que s'est forgée la postérité de la sculptrice médailleuse. Comme on disait, Marcel Lancelot choisit l'Italie pour son voyage d'études, un pays qui la fascine depuis longtemps, comme l'a montré Katia. À cette époque, si Paris est la capitale de la modernité, Rome reste un centre majeur pour la sculpture, grâce à ses musées, ses ateliers, l'accès au marbre et la liberté qu'y trouvaient les artistes étrangers. Quand elle arrive à Rome, à l'automne 1889, elle découvre une ville profondément transformée depuis les 1870, devenue capitale du royaume d'Italie. Séduite par ce dynamisme et les nombreuses commandes publiques, une fois rentrée à Paris à la fin de sa bourse, elle décide de s'installer à Rome. Comme on l'a vu, elle est la première femme à obtenir une bourse de voyage pour Rome. Cependant, Marcel Lancelot-Crochet ne bénéficie pas des mêmes conditions que ses collègues masculins. Bien orientée vers la Villa Médicis, elle ne peut pas y résider.
L'accès aux femmes n'était autorisé qu'à partir de 1903. Le directeur Ernest Hébert lui obtient toutefois l'accès au musée, tandis que son épouse, Gabrielle Hébert, l'aide à trouver un logement. Elle s'installe alors chez une Romaine, Madame Croce, où elle rencontre Odoardo Croce, son futur mari. Leur mariage est célébré en 1892, avec Ernest Hébert comme témoin. Odoardo Croce, et non Leonardo Croce, sculpteur sicilien parfois cité par erreur comme son mari, était fonctionnaire des postes, mais la Guida Monaci le mentionne comme artiste peintre. Entre les 1901 et les 1906, il partage avec sa femme un atelier, d'abord à Via Margutta 54, puis à Via Leonina 88. Pour la suite, il disparaît complètement de sa vie, n'étant plus jamais mentionné. Ses mariages, heureux ou non, ainsi que sa naturalisation italienne, lui permettaient sans doute d'élargir son réseau. L'année 1895 marque un véritable tournant dans la carrière italienne de Marcella Ancelotto Croce. Elle commence à représenter la famille royale et à célébrer les grands événements de l'Italie post-unitaire. Cette année-là, elle remporte les concours pour une médaille commémorant le 25e anniversaire de la libération de Rome. Invitée à modifier son projet, elle refuse et finance elle-même la réalisation, un geste qui révèle son caractère affirmé. La même année, un portrait offert à la reine-mère, à la Regina Margherita, ouvre une correspondance suivie et le début d'un mécénat royal, qui lui vaudra plusieurs commandes de la part de la reine et de la maison des Savoie. Évidemment, ces collections institutionnelles réalisées pour l'Italie ne l'empêchent pas de continuer à travailler pour son pays d'origine, la France, à l'image notamment de ce collier intitulé « Les femmes célèbres de France ». Il a été exposé au salon de 1899, acheté par l'État, envoyé ensuite au musée des Beaux-Arts de Besançon, où il est actuellement non localisé. Alors, on le connaît néanmoins par cette mauvaise ancienne et mauvaise photographie, également par un rapprochement iconographique que j'ai pu faire à partir de 5 chefs modèles qui sont conservés dans les collections du musée d'Orsay. Alors, ces 5 chefs modèles, évidemment, sont de la dimension d'une médaille, mais les motifs réduits ont bien servi à garnir un objet d'art monté par un orfèvre italien. Et la carrière de Marcel Lancelot Croce en Italie se distingue surtout dans l'art de la médaille. En Italie, ce domaine reste encore marqué par des approches assez classiques, alors qu'en France, déjà à la fin du XIXe siècle, où s'est formé, un profond renouvellement artistique est déjà en cours. Cet avantage explique en partie la reconnaissance rapide de son travail. En 1901, la Società dell'Arte Pubblica di Firenze organise un concours pour les portraits de Vittorio Emanuele III et du roi Umberto I. La médaille présentée par Lancelot Croce obtient le 12e prix et lui veut en 1905 une place à la Commissione Tecnico-Artistica Monetaria chargée d'évaluer la création de la nouvelle zecca italienne, la monnaie. Elle réalise ensuite des médailles pour des figures majeures, du pape Léon XIII au président français Émile Loubet, dont l'œuvre célébrant l'amitié franco-italienne reçoit d'excellentes critiques et du côté des Alpes. Elle reçoit aussi d'importantes commandes publiques, notamment du Sénat, probablement grâce à l'intercession du sénateur Baracco, proche de la reine Margherita, mécène et collectionneur, dont le musée se trouve jusqu'à côté du Palais Farnèse. Dans une lettre, il exprime toute sa satisfaction pour les œuvres réalisées par l'artiste. Il s'agit de deux bas-reliefs, les Quadrato di Villafranca et un portrait de la reine Margherita. Entre les 1900 et 1907, elle exécute également 3 bustes en marbre. Cette période, Marcel Lancelot Croce est déjà un artiste reconnu, académicien de San Luca depuis 1897, promu d'ailleurs la même année que le sénateur Baracco. Marcel Lancelot Croce reste très lié à la France, comme en témoigne son réseau francophone à Rome. Elle fréquente la Villa Médicis et entretient des relations privilégiées avec ses directeurs, d'abord Ernest Hébert, puis Carlo Durand, qui dirige l'Académie de France entre les 1905 et les 1913.
En 1910, Carlos Durand réalise un buste de l'artiste, une œuvre inédite car sculptée par un peintre. Et l'artiste lui rend hommage l'année suivante par un portrait en retour. Sa présence à la Villa Médicis est d'ailleurs confirmée par les archives, où figure son nom sur la feuille mentionnée en paiement de 14 lire pour un service ponctuel. Et pour le moment, c'est l'unique artiste que j'avais trouvé dans les archives de la Villa pour cette période. Au sommet de sa carrière, Marcel Ancelotto Croce va pourtant sa vie postulée en 1912, à la suite d'un événement lié à la Zecca. Cette année-là, après la mort de Luigi Giorgi, un concours est ouvert pour le poste d'incisore générale, graveur général, on peut dire. Elle est arrivée d'Uxelles, mais finalement écartée parce qu'elle est une femme. L'affaire prend une dimension politique. Les députés Lucifero la défendent à la Camera dei Deputati et il Consiglio Generale delle Donne Italiane proteste et la presse française s'en fait l'écho. Malgré les soutiens d'Ettore Ferrari, à qui elle écrit désespérée dans cette lettre, menaçant de se jeter dans les lacs d'Albano si elle perd sa bataille, son recours est rejeté. Épuisée et marginalisée, elle quitte temporairement l'Italie pour Paris en 1914, peu avant la guerre. Et effectivement, le déclenchement des hostilités, la surprend là. C'est à Troyes qu'elle s'installe alors, ville dans laquelle elle passait déjà la majorité de ses étés en ayant des attaches familiales. Son oncle, le photographe Gustave Lancelot, était resté assez proche d'elle, puisque lui avait toléré son mariage. Et plus encore, elle a pu compter sur le soutien de son parrain. Son parrain, c'est le peintre Dieudonné Royer. Donc vous avez là le portrait à l'écran, hein, c'est un portrait peint par Marcel Ancelotto en 1915. Dieudonné Lancelot Dieudonné Royer, non pas son père, lui a ouvert son réseau local pour qu'elle obtienne de quoi subsister durant cette période trouble, c'est-à-dire des commandes de portraits qu'elle a pu exécuter en pastel ou encore en plaquette, à l'image de ce portrait du sculpteur Alfred Boucher, hein, bien connu des Nogentais, ce portrait qui est signé et daté 1917. Et elle s'active encore à lever des fonds pour soigner les blessés, pour libérer les prisonniers, en organisant des concerts, en organisant des expositions locales. Et elle cherche enfin à soutenir l'effort de guerre par sa production artistique, par sa production médaillistique. La ville de Troyes est notamment à l'initiative d'une commande d'envergure. Les archives municipales révèlent que le jour de l'armistice, le maire a proposé de rendre hommage au patriotisme de Georges Clemenceau et du maréchal Foch. Et pour ce faire, une souscription relayée par la presse a été ouverte en vue de leur offrir à chacun une médaille. Et pour les concevoir, ces fameuses médailles, on m'appelle alors Marcel Lancelot-Croce, hein, dont la notoriété a eu le temps de s'imposer en 4 ans dans cette ville de Troyes. Et elle livre là deux de ses meilleures œuvres avant d'aborder une nouvelle phase de sa carrière. Son retour à Rome n'est pas heureux. Incapable d'obtenir de nouvelles commandes, elle doit quitter son atelier de la Via Sistina pour un petit logement de établissement, in via del Vantaggio. Dans une lettre adressée en 1925 au secrétariat de la Regina Madre Margherita di Savoia, elle raconte avoir dû vendre son atelier pour presque rien et vivre alité dans la misère. Dans une autre, adressée à Ettore Ferrari, que vous avez à l'écran, elle exprime sa honte de devoir encore solliciter de l'aide après avoir tout vendu au point de ne plus pouvoir se nourrir. Elle vit retirée, elle se définit comme un escargot, comme una lumaca, et en train de perdre la vue. Elle abandonne la sculpture pour la peinture dans cette période. En 1926, elle obtient de l'ambassade de France la gratuité de son dernier logement, un appartement situé dans les palais de Piazza Navona, aujourd'hui siège de l'école française de Rome. À ces difficultés personnelles s'ajoute le climat politique. Les régimes fascistes pénalisent les artistes étrangers. Lancelotto Croce italianise son nom, en Croce Marcella vedova Lancellotti,
Croce à la veuve Lancellotti, et tente de relancer sa carrière avec des portraits de Mussolini, un buste et un médaille, qui ne seront jamais rémunérés. En 1936, elle écrit au conservateur du musée des Troyes, redondante que ces dernières œuvres ne soient jetées à la poubelle par des barbares indifférents qui l'entouraient. Cette ultime lettre montre une artiste proche à la mort, dont la date exacte n'a pas pu être établie que très récemment, grâce à l'anagramme, du bureau de l'anagramme de Rome. Merci. Mais en effet, la mort n'était pas tellement proche, parce que quand même, elle meurt en 1946, donc 10 ans après, avec une fin de vie marquée par la maladie et la précarité. Cette lettre, une des dernières lettres écrites depuis l'hôpital del Vittorio, actuel San Camillo, évoquait une santé très fragilisée, la perte progressive de la vue et la dépendance de l'ambassade de France qui lui assure un logement et un soutien. Le peu qui lui reste est finalement légué à une femme de Trastevere qui l'a assisté dans les derniers mois de sa vie. Donc, pour conclure, Marcel Lancelot Croce reste pour nous, pour moi et Katia, je crois, de parler pour nous, pour les deux, une source inépuisable de découvertes. Ses lettres, ses œuvres continuent à révéler de nouveaux aspects de sa vie et de son réseau. Et pour aujourd'hui, on va se terminer ici. Merci.